Lila n'allait jamais à des fêtes. Ni au lycée, ni à l'université. Même pas quand sa colocataire, Nessa, la suppliait de s'absenter un peu. Elle préférait ses livres. Son agenda. Ses routines tranquilles. Elle avait des objectifs. Un avenir. Les candidatures à la faculté de médecine étaient déjà à moitié terminées. Elle n'avait pas de temps à perdre à danser en rond sous des lumières stroboscopiques bon marché. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Nessa l'attira vers le miroir et remit une mèche de cheveux de lilas en place d'un mouvement d'entraînement. « C'est notre dernier semestre, dit-elle. Tu obtiens ton diplôme. On ne t'a jamais embrassé. Tu ne bois même pas de caféine après 16 heures. » Lila leva les yeux au ciel. « Ce n'est pas un crime. Ça devrait l'être, taquina Nessa. Tu as passé 4 ans à jouer la sécurité. Laisse-toi aller. Juste pour une nuit. » Et peut-être était-ce dû à la sensation que le monde lui donnait de basculer vers l'âge adulte, vers la pression, vers tout ce à quoi elle n'était pas prête. Ou peut-être était-ce la douleur dans sa poitrine qui lui murmurait « Tu as été invisible toute ta vie. Ne serait-ce pas agréable d'être simplement vu ?» Alors elle y est allée. Juste pour une nuit. La fête avait lieu dans un hôtel haut de gamme, organisé par une start-up technologique financée par une fraternité. La musique résonnait sous ses côtes, les boissons pétillaient de couleurs fluo, et Lila se surprit à rire vraiment, en sirotant un verre rose et pétillant que Nessa lui tendait. C'était la première fois depuis des mois qu'elle n'avait pas l'impression d'être à la traîne. Entre le deuxième verre et la troisième chanson, elle croisa quelqu'un de grand, large d'épaules, un costume élégant. « Désolé, dit-elle en bégayant. L'homme sourit. Ce n'était pas un sourire normal. Il était chaleureux, fatigué, et étrangement triste, comme s'il essayait de disparaître derrière. « Non, c'est ma faute, dit-il. Je n'aurais pas dû venir de toute façon. » Elle cligna des yeux. « Pourquoi ?» Il haussa les épaules, sirotant une boisson brune qui semblait intacte. « Je déteste être lavé. Alors pourquoi venir à une fête ?» Son regard croisa le sien, et quelque chose vacilla derrière eux. « Parce que quelqu'un m'avait dit que je devais le faire. » Elle rit. « Moi aussi. » L'air entre eux changea, non pas de flirt, ni de tension, mais de reconnaissance. Il tendit la main. « Julian. Lila. » Ils n'ont pas dansé. Ils ne flirtaient pas. Ils parlaient simplement de littérature. Les villes, comme les gens, pouvaient être épuisants. Aucun d'eux ne se sentait à sa place dans une pièce où chacun s'efforçait tant d'être intéressant. Il lui raconta comment la vedette ne lui semblait jamais méritée. Elle lui raconta à quel point elle se sentait petite en dehors de ses manuels scolaires. Elle lui demanda ce qu'il faisait dans la vie. Il marqua une pause. Puis il sourit faiblement. Rien d'important. Le lendemain matin, Lila se réveilla dans un lit d'hôtel. Seule. La veste de velours drapée sur le fauteuil lui indiquait que quelqu'un était resté. La bouteille d'eau intacte et la couverture pliée lui indiquaient que la personne était partie en douceur. Sa robe était toujours sur elle, ses chaussures par terre. Mais son corps était différent, brut, tendre. Elle changea. Elle toucha ses lèvres, puis son ventre. Et pendant un instant, elle n'eut plus peur. Elle flottait, légère, comme si elle avait enfin pénétré le monde où tous les autres avaient vécu depuis toujours. Puis elle vit l'heure. Son dernier partiel commençait dans 40 minutes. Elle fourra sa veste dans son sac et courut. 3 semaines plus tard, les nausées ont commencé. Puis sont arrivées les règles manquées. Le test qu'elle a fait dans les toilettes d'une station-service s'est révélé positif avant même qu'elle ait fini de murmurer « Non, non, non ». Elle en a pris 2 autres. Tous ont dit la même chose. Enceinte, elle s'assit en face de l'infirmière de la clinique, les mains tremblantes. « Vous êtes à environ 6 semaines de grossesse », dit doucement l'infirmière. « Vous devez prendre rendez-vous pour votre première échographie. » Lila déglutit. « Je crois que j'étais vierge. » Cette nuit-là, l'infirmière ne broncha pas. Elle hocha simplement la tête doucement. « Ce sont des choses qui arrivent. Tu n'as pas besoin d'expliquer. »« Je ne sais même pas qui c'était, » murmura Lila. Elle se souvenait de son sourire. La voix douce. Le nom. Julian. Lila essaya de la contacter. Mais Julian était trop banal. Elle n'avait pas de nom de famille. Pas de numéro de téléphone. Juste un monogramme sur la veste en velours et le nom de l'hôtel. Le temps qu'elle trouve le courage d'appeler, le directeur lui a annoncé que le client qui avait réservé la suite par l'intermédiaire de Blackton Events avait payé en espèces et n'avait laissé aucune information de contact. La veste en velours est restée pliée dans son placard pendant des mois. Jamais portée. Intouchée. 9 mois plus tard,
Lila donnait naissance à des triplés. Un garçon, une fille et un autre garçon, tous minuscules, tous hurlant comme si leurs poumons s'emballaient pour rattraper le monde. Elle les a nommés Liam, Lily et Léo. Le personnel de l'hôpital les a regardés avec attention. Churchill, une femme de 22 ans, célibataire, sans père, sans visiteur. Une fille discrète avec 3 bébés et sans réponse. Mais Lila ne pleurait pas. Elle les serrait simplement tous les 3 dans ses bras et murmurait. Je ne sais peut-être pas comment nous en sommes arrivés là, mais je te promets que tu ne passeras jamais une journée à te demander si tu es aimé. L'église de la petite ville était silencieuse. Lila était assise sur le 3e banc, les mains croisées sur son ventre rond, à peine visible sous son cardigan trop grand. C'était un mercredi, un sanctuaire vide. Juste elle et l'écho de son propre souffle. Elle venait ici pour trouver la paix. Elle se sentait désormais moins seule. Les murmures avaient commencé des semaines auparavant. Ils provenaient des voisins, de ses camarades de classe, de la vendeuse du magasin du coin qui ne cherchait même pas à dissimuler son regard désapprobateur en examinant les vitamines prénatales de Lila. Elle était toujours si silencieuse. J'ai entendu dire qu'elle était tombée enceinte à une fête. Je ne connaissais même pas le type. Ça devait faire des mois qu'elle couchait avec lui. Lila avait envie de crier. J'étais vierge. Je ne m'en souviens même pas. Il avait laissé une veste et rien d'autre. Mais même lorsqu'elle essayait de lui expliquer, elle ne trouvait pas le mot juste. Cela semblait impossible. Car qui croit une fille qui dit être tombée enceinte après une nuit et qui ne peut même pas prouver qui est le père? Sa famille a été la première à se retourner. Sa sœur aînée, Maura, l'a interpellée dans l'allée de leur mère le jour où Lila est arrivée avec le test de grossesse à la main. « Tu plaisantes, hein ?» dit Maura, les bras croisés. « Toi, tu rates une dispute. C'est ta grande rébellion. » « Ce n'est pas vrai ?» La voix de Lila se brisa. « Ce n'était pas prévu. Je jure que je ne l'avais même pas prévu. »« Oh, s'il te plaît. Tu crois que quelqu'un va croire ça? Admets juste que tu t'es fait prendre en flagrant délit de bêtise. » Leur mère est restée silencieuse tout le temps. Je suis resté derrière la porte moustiquaire sans l'ouvrir. Ce silence était encore plus douloureux que les cris. Lila est partie ce soir-là. Et elle n'y est jamais retournée. Elle a abandonné ses études 2 semaines plus tard. Ses professeurs lui ont fait un signe de tête poli et ont exprimé une sympathie mitigée. L'un d'eux a même dit que les filles intelligentes faisaient aussi des choix stupides. Lila a souri et a fait ses bagages. J'ai emménagé dans un minuscule studio au-dessus d'une laverie automatique sur la 6e rue. Une seule fenêtre. Un radiateur cassé. Une salle de bain qui sentait le regret. Mais c'était la sienne. Et elle était silencieuse. Et personne là-bas ne la connaissait comme la fille qui avait ruiné son avenir. Elle avait trouvé un emploi de vendeuse de nuit dans une librairie ouverte 24h24 et passait ses matinées à coudre des vêtements pour bébé à la main tout en regardant des vidéos parentales en mode silencieux. Chaque coup de pied lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Même si le monde l'avait abandonnée, elle avait 3 petites vies qui grandissaient en elle. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle leur parlait quand elle se sentait trop seule pour réfléchir. « Je ne sais pas ce que je fais, » murmura-t-elle un soir, recroquevillée sur son ventre. « Mais je jure que je trouverai. » Lors de son contrôle à 20 semaines, les échographistes écarquillèrent les yeux. « Tu en portes 3, dit-elle. » Lila cligna des yeux. « Des triplés. » La femme hocha la tête. « Ils sont petits, mais forts. Tu vas avoir besoin de soutien. »« Beaucoup. » Lila rit, se chemente, lasse. « Je n'ai personne. » La femme s'adoucit. « Alors, on pourrait peut-être commencer par moi. » Cette nuit-là, Lila pleura. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que quelqu'un avait enfin dit « nous ». Les mois ont passé. Lila travaillait jusqu'à ce que ses pieds gonflent et que son dos la lançât. Elle se rendait au magasin avec des coupons et poussait une vieille poussette trouvée dans une friperie dans les allées, faisant comme si elle n'était pas encore vide. Elle évitait les réseaux sociaux. Elle a supprimé ses anciens comptes. Elle s'est coupée de la version de Lila qui lui avait valu le statut d'étudiante. Cette nouvelle version d'elle-même, fatiguée, gonflée, jugée, n'avait pas sa place dans les photos filtrées et les exploits organisés. Elle avait sa place dans la vraie vie. Même si la vraie vie ne voulait pas d'elle. Au 3e trimestre, elle s'est effondrée pendant son quart de travail. Le libraire a appelé une ambulance. Le lendemain, une infirmière a frappé doucement à la porte de la chambre d'hôpital. « Je suis Madame Ellis. J'habite à 3 pâtés de maison. J'étais infirmière accoucheuse. » Lila cligna des yeux.
D'accord. J'ai vu votre nom sur le dossier médical, expliqua la femme. Je veux aider. Pourquoi? Madame Ellis sourit. Parce que personne ne m'a aidé quand j'avais 22 ans et que j'étais effrayé. Et quelqu'un aurait dû. Lila a pleuré cette nuit-là, plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Parce que la gentillesse, quand on en a tellement besoin, ouvre les portes. Madame Ellis l'a aidé à demander des aides. Elle l'a aidé à aménager un espace de couchage pour les bébés avec des oreillers et des paniers à linge. Il l'a aidé à respirer malgré les crises de panique lors de la rupture des os à 34 semaines. Et quand les triplés sont nés, minuscules, ridés, bruyants, Lila les a regardés avec incrédulité et admiration. Liam, Lily, Leo, chacun parfait. Chacun était un fragment d'une histoire qui avait commencé dans l'ombre, mais qui maintenant respirait, plairait et s'accrochait à son cœur comme si c'était la seule vérité qui comptait. Personne ne venait la voir. Pas de fleurs, pas de cartes. Juste elle, mais tandis qu'elle les tenait, une dans chaque bras, la troisième posée sur sa poitrine, elle murmura. Je n'ai besoin de personne d'autre. Je t'ai. Et elle le pensait vraiment, même si une part d'elle se demandait encore qui était cet homme. Celui au sourire triste. Celui qui avait disparu. Celui qui l'avait laissé porter tout. Lila ne se souvenait pas des 2 premiers mois après l'arrivée des bébés. Pas avec beaucoup de détails, en tout cas. Elle se souvenait avoir pleuré. Beaucoup. Sous la douche, surtout, où le bruit de l'eau couvrait sa panique. Elle se souvenait des flacons alignés sur le comptoir comme des médicaments. Des couches empilées en une tour bancale dans un coin. Une grenouillère tachée au point de ne plus pouvoir être sauvée. Elle se souvenait de son corps douloureux après la césarienne, mais se forçait encore à sortir du lit toutes les 2 heures pour les nourrir, les baigner, les bercer. On ne leur apportait pas de plat chaud. Pas de ballon de bienvenue. Pas de grands-parents attentionnés. Juste un évier cassé, des plafonniers vacillants et 3 berceaux entassés dans son minuscule studio. Elle les nommait par ordre alphabétique, comme un motif auquel elle pouvait s'accrocher. Liam, le sérieux. Lily, la plus bruyante, qui, d'une manière ou d'une autre, remporte toujours tous les concours. Léo, son ricaneur inattendu. Ils étaient à elle. Disordons, Magics, Bouleversants. Et ils avaient faim toutes les 2 heures. À 3 mois, ses assistants gouvernementaux étaient à court d'argent. Elle a pris un quart de nuit pour nettoyer des cabinets médicaux en centre-ville, 5 heures de toilette, de sacs poubelles et d'ampoules fluorescentes, juste pour maintenir l'électricité. Elle a laissé les bébés à Madame Ellis, qui venait maintenant 5 soirs par semaine et dormait dans le rocking chair entre les tétés, telle une fée marraine épuisée. Un jour, Lila ouvrit le réfrigérateur et le trouva presque vide. Une demi-boîte d'œufs, une tranche de fromage, un biberon de lait maternisé qu'elle gardait depuis bien trop longtemps. Son portefeuille contenait exactement 8,31 $. Elle rit, puis pleura, puis elle rit à nouveau. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'après tant de chutes, on ne peut que se relever. Elle alla au magasin du coin acheter du lait maternisé, sautant encore les repas. Le soir, pendant que les bébés faisaient la sieste, elle cousait des vêtements avec des chutes de tissu. Une amie lui avait donné de vieux tissus. Elle a appris à coudre grâce à des tutoriels YouTube. Elle a cousu des noms sur chaque grenouillère. Liam, Lily, Leo, comme une mère qui veut désespérément rappeler au monde qu'elle compte. Un après-midi, alors qu'elle tenait Léo en équilibre sur sa hanche tout en réparant une bouteille d'une main, la sonnette retentit. Surprise, elle l'ouvrit et trouva une petite boîte marron par terre. Pas de mots, pas d'expéditeur. À l'intérieur, un stérilisateur de biberons tout neuf, une pile de couches et un lapin en peluche avec son étiquette. Elle regarda le couloir. Rien que le silence. Elle serrait le lapin contre sa poitrine. Quelqu'un savait. Quelqu'un l'avait vu. Elle n'a pas pleuré cette fois-là. Elle a juste murmuré « merci » à celui qui avait décidé qu'elle méritait un geste de gentillesse. À 6 mois, les bébés ont commencé à ramper. Lily est partie en premier, bien sûr. Rapide et intrépide, elle heurtait les meubles comme sur un circuit. Liam était méthodique, stratégique, calculant chaque mouvement avant de s'engager. Léo s'est rué droit dans le mur et a ri comme s'il avait résolu le problème de la paix mondiale. Un soir, Lila les observait depuis le sol, tous les 3 se bousculant de rire et se murmurant. « Tu y arrives. Pas parfaitement, pas facilement. » Mais elle le faisait, sans famille, sans nom pour le père, sans argent. Elle était toujours là. Et il souriait toujours.
Au bout de 10 mois, son propriétaire a augmenté le loyer de 1200 $. Elle a failli s'étouffer avec son café en voyant l'avis. Lorsqu'elle a appelé, il lui a dit « Tu as 3 enfants. C'est de l'usure. Je dois protéger mon investissement. » Elle voulait crier « Ce ne sont pas des tâches. Ce sont des enfants. » Mais au lieu de cela, dit-elle, « Je trouverai l'argent. » Elle raccrocha et fixa le mur. Et pour la première fois depuis des mois, le doute s'insinua. Et si je n'y arrivais pas? Et si je les échouais déjà? Madame Ellis la trouva assise par terre le lendemain soir, entourée de factures et du silence. « Tu as besoin d'aide ?» dit-elle doucement. « Je n'ai pas les moyens de m'aider. » Je ne parlais pas d'argent. Lila leva les yeux. « Je voulais dire, tu as besoin de te rappeler que tu n'es pas faible parce que tu as besoin de repos. »« Je ne me repose pas, » murmura Lila. « Je sais, » dit Madame Ellis. « C'est ça le problème. » Elle a proposé de rester plus longtemps. Elle a demandé à une amie de lui donner des provisions. Elle a même appelé une église locale qui est venue le lendemain matin avec du lait maternisé, des couvertures et un berceau. Pas de jugement, juste de l'aide. Et pour une fois, Lila l'a accepté. Non pas parce qu'elle voulait une aumône, mais parce qu'elle a enfin compris. Accepter de l'aide ne signifie pas un échec. Ça veut dire que tu es humain. À 1 an, les triplés pouvaient tous dire « maman ». Et ils le faisaient sans arrêt, forts et fiers, comme s'ils prétendaient que c'était leur sport préféré. Lila se tenait au parc et les regardait tituber vers le bac à sable, vêtus de leurs vestes dépareillées, et ne pouvait s'empêcher de sourire. Car même sans personne dans la foule pour l'encourager, 3 voix criaient « Maman, as-tu tête ?» Et c'était plus fort que des applaudissements. Tout a commencé par le grand ménage de printemps. Lila n'avait jamais eu le temps de s'en occuper auparavant. Le printemps était juste un synonyme de survie. Mais maintenant que les triplés avaient 4 ans, fréquentaient la garderie à temps partiel et dormaient enfin toute la nuit, elle se retrouva à balayer derrière les meubles, à récurer les plaintes, à jeter de vieilles tétines devenues inutiles depuis longtemps. Elle était en train de débarrasser une étagère du placard lorsque sa main atterrit sur un morceau de velours bleu marine plié. Elle se figea. La vestait. Elle l'avait presque oubliée. Celle de cette nuit-là, la seule preuve tangible que tout cela n'était pas un rêve. Ou une erreur. Ou quelque chose que son esprit avait inventé pour s'en sortir. Elle le retira avec précaution, comme s'il allait se briser entre ses mains. Le velours était doux, précieux, intact. Il sentait encore légèrement le cèdre et quelque chose de plus chaud, de familier. Lila s'affala par terre, sa veste sur les genoux. Pendant un instant, elle avait de nouveau 22 ans. Seule, dirait-il. Fixant 2 lignes roses, elle se demandait comment sa vie avait pu changer du jour au lendemain. Elle caressa le revers de sa veste. Cette nuit la hantait depuis des années. Non pas parce que c'était imprudent ou sauvage, mais parce que c'était doux, tendre, même. Sa façon de sourire, sa façon d'écouter, sa façon de disparaître, la laissant avec une vie de questions sans réponse. Elle retourna la veste, vérifiant à nouveau la poche, plus par habitude que par espoir. Mais soudain, ses doigts effleurèrent du papier. Elle sortit une carte de visite, légèrement pliée, glissée au fond de sa poche intérieure. On pouvait y lire « Julianne Blackthorne, fondatrice et PDG de Blackthorne Ventures. Contact privé, encre de Chine, mais le nom de l'entreprise suffisait. » Elle en eut le souffle coupé. Julianne. Son estomac se retourna. Elle se souvint du nom. Sa voix douce et grave. Son regard, comme si elle était la seule personne silencieuse dans une pièce bondée. Elle avait cherché sur Google des années auparavant, mais n'avait rien trouvé de concret. Il y avait trop de Julianne, trop d'hommes en costume et de start-up technologiques. Mais maintenant, elle avait un nom de famille. Une entreprise. Elle a sorti son téléphone et a tapé Julianne Blackthorne suivi de PDG. Des dizaines de résultats sont apparus. Sur la première photo, c'était lui. Plus âgé, peut-être, mais toujours le même homme. Pommettes Ceylanis. Des yeux charbonneux. Un sourire légèrement triste. Son cœur battait fort. C'était lui. Le titre de l'article. Julianne Blackthorne, milliardaire de la tech et investisseur de l'année, annonce ses fiançailles avec l'héritière de la mode Ava Sinclair. Lila le fixait. Intéressé. Bien sûr qu'il l'était. L'homme qu'il a abandonné n'a pas simplement évolué, il a évolué. Voiture de luxe. Galas de charité. Des photos avec Ava sur les tapis rouges, sa main posée délicatement sur le bas de son dos, comme si elle y était. Il était à sa place. Sa gorge se serra. Elle savait que ce n'était pas sa faute. Pas tout à fait.
Il l'ignorait. Mais quand même, comment était-il juste qu'il fasse la une des journaux et qu'il ait des hélicoptères et qu'elle reçoive des bons d'alimentation et des couches d'occasion? Comment était-il juste que ses enfants n'aient jamais rencontré leur père, non pas parce qu'elle voulait les séparer, mais parce que l'univers ne lui avait pas donné les outils nécessaires pour le retrouver? Jusqu'à maintenant. Elle regarda à nouveau la photo, puis les triplés jouant sur le tapis, construisant une tour avec des boîtes de céréales. Liam, Lily, Leo. Leur père ne connaissait même pas leur nom. Il ne savait pas que Lily fronçait le nez en réfléchissant, que Léo adorait tourner en rond jusqu'à s'écrouler de rire, que Liam pleurait s'il pensait que quelqu'un d'autre était blessé. Il ne savait pas ce qu'il avait manqué, mais peut-être qu'il aurait dû. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Lila s'assit sur le canapé, les yeux rivés sur son ordinateur portable. Julian Blackthorne avait une adresse e-mail publique sur le site de son entreprise. L'idée de lui envoyer un message la rendait nauséeuse. Comment se présenter à l'homme qui a changé votre vie sans que vous le sachiez? Salut, je suis la fille d'il y a 4 ans qui a eu vos enfants. Surprise. Non. Elle n'agissait pas de manière impulsive. Pas par courriel filtré par une secrétaire. Elle avait besoin de le voir. Face à face. Le regarder dans les yeux et poser la question qui la taraudait depuis des années. Tout y souvient de moi. Elle a cliqué sur l'onglet « Événements à venir » sur le site web de l'entreprise. Son estomac se retourna. Gala de la Fondation Blackthorne, ouvert à la presse et à une sélection d'invités. Date, dans 2 semaines. Emplacement, El Hotel Midtown Ritz. Elle connaissait cet hôtel. Elle passait devant chaque semaine en allant à l'arrêt de bus. Elle ferma son ordinateur portable et murmura « Si je n'y vais pas maintenant, je n'irai jamais ». Le lendemain matin, elle appela Madame Ellis. « J'ai besoin d'un service, » dit Lila. « Un grand service. Tu veux que je lave les enfants ?» Lila hésita. « Oui, mais aussi une robe. » Madame Ellis n'a pas posé de questions. Elle m'a juste dit de passer après le dîner. J'ai quelque chose pour mon mariage qui pourrait encore briller. 2 semaines plus tard, Lila se tenait devant l'hôtel Ritz. Elle portait des talons d'emprunt et une longue robe bleu marine ornée de minuscules perles cousues sur les manches. Ses cheveux étaient bouclés et son maquillage était léger. Elle avait l'air d'appartenir à un groupe. Même si elle ne le ressentait pas, elle n'était pas là pour les lumières ou le luxe. Elle était là pour 3 petites raisons, dormant paisiblement dans des lits superposés à la maison. Elle prit une inspiration et franchit les portes vitrées. Vers l'homme qui ne savait pas. Il avait déjà tout changé. La salle de bal scintillait d'une douce lumière dorée. Des guirlandes de cristal flottaient au-dessus de la salle, reflétant chaque scintillement des flashs d'appareils photo et chaque pétillement du champagne. Les serveurs se déplaçaient, tels des fantômes, balançant des plateaux d'argent garnis de canapés à la truffe et de flûtes à champagne dont personne n'avait vraiment besoin. Mais Lila ne remarqua rien. Debout près du mur du fond, les mains crispées sur sa pochette d'occasion comme un bouclier, elle scruta du regard la foule de robes scintillantes et de costumes impeccables, le cœur battant à tout rompre. Et puis, il était là, Julian Blackthorne. Il se tenait au centre de la pièce, entouré de cadres, riant poliment. Son smoking était parfaitement taillé. Ses cheveux étaient tirés en arrière, chacun de ses mouvements calmes, contrôlés, posés. Exactement comme dans ses souvenirs. Sauf que c'était plus réel. Plus lointain. Elle se figea, clouée au sol par la peur et le souvenir. Jusqu'à ce que quelqu'un lui heurte l'épaule. « Excusez-moi » dit une femme en robe champagne, grande, élégante, avec des pommettes assez saillantes pour couper du verre. Eva Sinclair, la fiancée de Julian. Les magazines n'avaient pas exagéré. Elle avait l'air d'appartenir à la royauté. Lila cligna des yeux. « Désolé. » Eva ne répondit pas. Elle passa juste devant, s'enfonçant sans difficulté dans le cercle de Julian, posant une main délicate sur son bras. Julian se tourna légèrement, lui souriant, et pendant une seconde, le cœur serré, Lila pensa. Peut-être que j'avais tort. Peut-être n'était-il qu'un autre homme passé à autre chose. Mais soudain, Julian scruta la pièce du regard. Et la trouva. Sun Surire s'estampa. Leurs regards se croisèrent. Il fit un pas en avant, puis un autre. Lila retint son souffle. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Excusez-moi » murmura-t-il à Eva, puis il se dirigea droit vers la fille qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans, mais qu'il n'avait jamais vraiment oubliée. « Lila »
Son nom sur ses lèvres lui fit presque céder les genoux. « Toi, souviens-toi de moi » murmura-t-elle. Julien la fixa comme s'il n'était pas sûr qu'elle soit réelle. « Bien sûr que si. De l'hôtel. Cette nuit-là. Toi, tu es parti si vite. »« Non, dit-elle d'une voix tremblante. Tu l'as fait. » Il cligna des yeux. « Je ne savais même pas ce qui s'était passé. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans une voiture dont je ne me souvenais pas être monté. Ses mains tremblaient. Tu as laissé ta veste. C'était la seule chose que j'avais à faire. » Elle s'arrêta. L'air entre eux explosa. « Tu ne te souvenais pas de moi » dit-elle doucement. « Tu n'as même pas essayé de me trouver. » L'expression de Julien passa du choc à la culpabilité. « Je ne savais pas que j'en avais besoin. Cette nuit-là, quelqu'un a glissé quelque chose dans mon verre. Je ne me souvenais que de quelques flashs. J'ai demandé autour de moi, mais personne ne connaissait ton nom de famille. Je me suis dit que tu ne voulais peut-être pas être retrouvé. » Elle a baissé les yeux. « Je n'ai su que j'étais enceinte que 3 semaines plus tard. » Julian se figea. Son visage perdit toute couleur. « Quoi ?» Elle sortit son téléphone. Il ouvrit une photo. Il la tourna vers lui. 3 enfants de 4 ans, rayonnants, sourire à l'écran. L'un a perdu une dent de devant. L'autre tient une glace. L'autre porte une cape de super-héros faite avec une tête d'oreiller. Julien le fixa, bouche bée. « Des triplés, murmura-t-elle. Ils s'appellent Liam, Lily et Léo. Ils sont à vous. » Pour la première fois de la soirée, la musique s'est éteinte. Les caméras, les invités, les distractions scintillantes, disparues. Seule la vérité existait. Et son poids. Il ne parlait pas. Je n'ai pas bougé. Je fixais simplement l'écran comme si le temps s'était brisé. « Alors, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Lila rit amèrement. « Je ne savais même pas qui tu étais. Pas de nom de famille. Pas de contact. Et quand j'ai compris, tu étais fiancé. Que étais-je censé faire? Je gâcherais ton gala et larguerais une bombe ADN. » Julien se passa la main dans les cheveux. « Tu aurais dû. Et dire quoi? Salut, je suis la personne de cette nuit dont tu ne te souviens pas. Et au fait, j'ai élevé tes 3 enfants tout en travaillant à 2 et en pleurant dans mon sommeil. » Il avait l'air effondré. « Tu les as élevés seuls. Je les ai élevés avec l'aide d'une infirmière à la retraite et des centaines de nuits blanches. Je ne t'ai pas demandé d'argent, ni de pitié, ni de gros titres. » Il la regarda, vraiment, le feu dans ses yeux, la force dans sa voix, et quelque chose se brisa en lui. « Sont-ils au courant pour moi » demanda-t-il doucement. « Seulement que tu es leur raison d'être. » Il recula, bouleversé. « Lila, j'ai besoin de les voir. S'il te plaît. Je ne peux pas réparer le passé, mais... » Elle m'a attrapé. « Je ne suis pas venu ici pour des excuses. Ou un accord. Je suis venu parce qu'il mérite de savoir qui tu es. Et tu mérites de savoir ce que tu as laissé derrière toi. » Des larmes brillaient dans ses yeux. « Mais je te jure, Julien, si tu leur fais du mal, si tu disparais à nouveau, ne t'attends pas à une seconde chance. » I'll hoke la tête, la gorge serrée. « Je ne le ferai pas. Je te le promets. » C'est un peu passé. Puis une autre. Puis il demanda, la voix tremblante, « Sont-ils en sécurité? Sont-ils heureux? »« Ils sont tout, » murmura-t-elle. « Tout ce pourquoi je n'aurais jamais cru pouvoir survivre. » I'll expira, in tremblant. « Alors, il faut que je les rencontre. » Elle hocha la tête. « Tu le feras. » Et comme ça, l'avenir commença à basculer. Julien se tenait au bord de l'aire de jeu, tel un homme prêt à affronter un peloton d'exécution. Il ne portait pas de costume aujourd'hui, juste un jean, une chemise et une nervosité qu'il ne parvenait pas à apaiser, malgré tous ses efforts pour répéter ce qu'il allait dire. Son armure habituelle, sa valeur, son charisme, ses discours soignés, n'avaient aucune utilité ici. Car que dire aux enfants dont on ignorait l'existence? Que se dire à soi-même? Lila était déjà sur le banc, les yeux cachés par des lunettes de soleil, les bras croisés. Elle ne répondit pas à son approche. Elle fit simplement un signe de tête en direction de la cage à écureuils. « Les voilà, » dit-elle doucement. Julien suivit son regard. 3 petits humains filaient à travers les tunnels en plastique et par-dessus les cages à singes, leur rire s'élevant dans un éclat doux et chaotique. Liam portait des lunettes et affichait une expression déterminée qui rappelait les photos d'enfance de Julien. Lily avait les yeux de sa mère et un menton têtu. Léo, sauvage, pieds nus, courant en rond, ressemblait à un feu d'artifice en mouvement. Le cœur de Julien s'arrêta. Ils étaient réels. Et, d'une certaine manière, ils ressemblaient aux siens.
Il en sentit le poids peser sur sa poitrine, comme quelque chose d'écrasant et de sacré à la fois. « Je ne voulais pas faire ça au gala, » dit Lila sans le regarder. « Trop de regards, trop de bruit. » Il hocha la tête. « J'ai déjà programmé le test, » continua-t-elle. « Ce sera rapide. Juste un frottis buccal. Puis on attend. » Julien a enfin retrouvé sa voix. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Je l'ai fait, » dit-elle, plus affûtée. « Pas pour moi. Pour eux. Parce que si vous voulez faire partie de leur vie, il faut que ce soit vrai. Prouvez-le. » Elle se tourna vers lui. Aucune échappatoire. Aucun doute. Just la vérité. Julien la regarda dans les yeux. Je veux ça aussi. La clinique était calme. Un petit cabinet pédiatrique niché derrière une galerie marchande. Pas de presse. Pas de lumière clignotante. Juste quelques aquariums et des posters délavés au mur. Julien était assis, raide, dans la salle d'attente pendant que l'infirmière effectuait un prélèvement sur chaque enfant. Liam passa le premier, silencieux et curieux, observant chaque mouvement. Lily fronça le nez, mais ne broncha pas. Léa demanda si le coton-tige avait un goût de bonbon. Ce ne fut pas le cas. Lila signa les papiers sans hésiter. Les mains de Julien tremblèrent lorsqu'il le fit. Lorsque l'infirmière récupéra les échantillons et sortit, la porte claqua derrière elle avec un bruit final étrange. Lila se tourna vers les enfants. « Vous trois, vous pouvez aller jouer un peu au puzzle. Je dois parler à Monsieur Julien. »« On a des ennuis ?» demanda Lily. « Non, ma chérie. Tu es sur le point d'apprendre quelque chose d'important. » Les triplés hochèrent la tête et se dirigèrent vers le coin. Julien s'y pencha en avant. « Que leur direz-vous si c'est vrai ?» demanda-t-il doucement. Lila n'a pas scié. « La vérité. Que j'ai disparu. Que tu ne le savais pas. Que je les avais laissés tomber. » Elle le regarda. « Que tu sois revenu. » 3 jours plus tard, Julien se tenait devant la fenêtre de son appartement, l'enveloppe à la main. Lila avait insisté pour lui remettre les résultats en personne, non pas parce qu'elle doutait de lui, mais parce qu'elle voulait voir ce qu'il ferait de la vérité quand elle éclaterait. Il ne l'avait pas encore ouvert. Son assistante l'avait proposé. L'équipe juridique aussi. Mais cet instant n'appartenait à personne d'autre. Il brisa le sceau, déplia la page. Et voilà. Résultat du test de paternité. Julian Elias Blackthorne. Correspondance à 99,9%. Liam. Lily. Leo. Chaque phrase répétait la vérité qu'il connaissait déjà au plus profond de lui-même. Il s'assit lentement, les mains sur le visage. C'étaient les siens. Il était père. Ce soir-là, il s'est rendu à l'appartement de Lila sans chauffeur ni garde du corps. Quand elle a ouvert la porte, elle a semblé surprise. « Je m'attendais à un appel », a-t-elle dit. « Il fallait que je le dise en personne. » Elle attendit. « Je suis leur père, » dit-il. « Et je veux faire partie de leur vie, pas comme un riche qui débarque avec des cadeaux, mais pour de vrai. » Tout est parti. Lila croisa les bras. « Et votre entreprise? Votre réputation? » J'ai reculé ce matin, dit-il. Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi? » J'ai dit au conseil que je prenais un congé prolongé. Je ne veux pas perdre une seconde de plus. Elle le fixa, stupéfaite. « Tu es sérieuse? » Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Un silence. Puis elle fit un signe de tête vers le salon. Les triplés étaient par terre, dessinant avec des crayons cassés et du papier qui semblait avoir déjà vécu 3 vies. Julien s'accroupit à côté d'eux. Léo leva les yeux. « Et, c'est toi le gars du parc ?» Julien sourit. « C'est vrai. » Liam ajusta ses lunettes. « Pourquoi es-tu ici ?» La gorge de Julien s'y serra. « Parce que, j'ai découvert quelque chose d'important. » Lily leva les yeux. « Quoi ?» Il prit une inspiration. « Je suis ton père. » Le silence. Le silence qui s'étire. Puis Lily cligna des yeux. « Tu aimes les crêpes ?» Julien rit, étouffé par l'émotion. « Vraiment. Super, » dit Léo. « Tu peux revenir demain. » Et comme ça, il était dedans. Pas complètement. Pas officiellement. Mais c'était un début. Ce soir-là, Lila raccompagna Julien jusqu'à la porte. « Tu as vraiment pris du recul par rapport à ton entreprise ?» demanda-t-elle. « Oui, tu n'étais pas obligé. »« Je l'ai fait, » dit-il. « Ils n'ont pas demandé à Ned. Mais c'est moi qui l'ai choisi maintenant. » Elle hocha lentement la tête. « Je ne sais pas encore si je te fais confiance. »« Tu ne devrais pas, » dit-il. « Pas encore. » Elle haussa un sourcil. « Mais je serai là. Jusqu'à ce que je le gagne. » Elle ne sourit pas. Mais elle ne ferma pas la porte immédiatement non plus. Et Julien apprit cela comme un début.
Julien avait été confronté à des rachats d'entreprises, à des faillites technologiques et à des litiges judiciaires. Mais rien ne l'avait préparé à son premier jour avec les triplés. La matinée commença dans le chaos. Vers 7h ou 2h du matin, il sonna à la porte de l'appartement de Lila, vêtu d'un jean, d'un sweat à capuche et de cette nervosité qui accompagne l'arrivée de 3 enfants de 4 ans qui connaissent à peine votre nom. Lila ouvrit, tenant déjà une tartine dans une main et une chaussette de bébé dans l'autre. « Ton Ellie » dit-elle en clignant des yeux. « Je n'ai pas pu dormir. »« Super » dit-elle d'un ton impassible, « tu ne te reposeras pas beaucoup aujourd'hui. » Julien s'est avancé et a été immédiatement plaqué par Léo. « Papa » a-t-il crié. Julien a reculé en titubant. « Tu m'appelles déjà comme ça ?» Léo sourit. « Maman a dit que je pouvais l'essayer pour voir si ça te va. » Lila lui lança un regard par-dessus son épaule. « J'ai aussi dit de ne pas sauter sur les invités. »« Ce n'est pas un invité, » a rétorqué Léo. « C'est notre marchand de crêpes. » Julien rit, le cœur gonflé d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Le petit déjeuner était un événement. Liam aimait ses gaufres coupées en carrés parfaits. Lily insista pour que ses œufs ne touchent pas ses toasts. Léo voulait juste des vermicelles sur tout, même le bacon. Julien fit de son mieux. Il a brûlé une poêle. Il a laissé tomber une cuillère. Il a failli se couper le doigt en coupant des fraises. Les triplés riaient tout le temps. Quand Julien posa enfin 3 assiettes très inégales, Lily leva les yeux et dit « Tu es vraiment nul en cuisine. »« Mais tu es gentil » ajouta Liam d'un ton obligeant. Julian sourit. « Je le prends. » Après le petit déjeuner, ce fut la grande chasse aux chaussures du destin. « Où sont mes baskets violettes ?» cria Lily. « Elles étaient sous le canapé hier. » Liam cria. « J'ai vu Léo s'en servir comme lance-roquette. » Jenna pleure. Julien a cligné des yeux. « Qui est Jenna ?»« Pas ici, » dit Léo. « Mais c'est mon assistante imaginaire. » Julian s'accroupit. « Très bien, l'équipe. Nouvelle règle. Pas de lancement de chaussures dans l'espace, sauf si elles sont retirées du service. » Il a retrouvé les baskets trempées après les avoir fourrées dans un camion de pompiers miniature. Il les sécha au sèche-cheveux. Lila les observa depuis la porte, les bras croisés, faisant semblant de ne pas sourire. Plus tard dans la journée, il allait au parc. Julien l'avait loué à l'avance. Il fallait qu'il perde ses vieilles habitudes de contrôle. Mais quand Lila l'a appris, elle a dit sans détour. « Si tu veux être papa, il faut accepter le désordre. La folie. Des enfants qui jettent de la terre. Ce n'est pas une séance photo pour la presse. Ils y sont donc allés un jour comme les autres. Des dizaines de familles. Des bancs collants. Léo a grimpé à la cage à écureuil et s'est proclamé roi du toboggan. Liam s'est assis sous un arbre pour lire un livre d'images. Lily a offert des bracelets d'amitié à des inconnus. Julien les lava tous avec émerveillement. Il s'assit à côté de Lila sur un banc du parc, le soleil lui réchauffant le dos. « Ils sont parfaits, » murmura-t-il. « C'est épuisant, » répondit-elle. « Tu cesses parfois de t'inquiéter ?» Lila se tourna vers lui. « Jamais. » Il hocha la tête. « Pour elle. Mais avant, mes soucis concernaient les rapports trimestriels. » Elle lui jeta un regard en coin. « Et maintenant ?» Maintenant, il se demande si Léo va se jeter d'une balançoire. Comme sur un signal, Léo hurla. « Boulet de canon !» Julien s'est précipité hors du banc. Après le parc, ils sont allés manger une glace. Julien en a commandé trop. Lila n'en commanda pas. « On n'a jamais rien pour soi, » dit Julien alors qu'ils étaient assis sur un ourson avec des cônes collants. « Je ne peux pas me permettre d'être égoïste. »« Tu n'es pas égoïste. Tu es juste invisible à tes propres yeux. » Lila ne dit rien. Mais plus tard, comme Julien ne regardait pas, elle a mordu dans son cornet sans s'excuser. De retour à la maison, Julien a aidé à l'heure du bain. C'était le chaos. Lily a insisté pour une bombe de bain sirène. Léo a essayé de faire une tornade de bulles. Liam voulait juste du calme. Julien réussit à laver tout le monde sans déborder jusqu'à ce que Léo lui lance un canard en caoutchouc à la tête. Il l'encaissa comme un champion. Après cela, enveloppés dans des serviettes, les triplés réclamèrent une histoire. Quelque chose de réel, insista Lily. Quelque chose de magique, rétorqua Léo. Quelque chose de discret, murmura Liam. Julien réfléchit un instant. Puis il dit, il était une fois un homme qui croyait tout avoir. De l'argent. Le pouvoir. Les gens applaudissaient quand il entrait dans la pièce. Mais il était seul. Et il ne le savait même pas. Que s'est-il passé? Demanda Léo. Julien les regarda.
Puis un jour, il a découvert qu'il était père de 3 enfants bruyants, parfaits, étranges et incroyables. Et soudain, il était l'homme le plus riche du monde. La pièce était silencieuse. Lila se tenait dans le couloir, à l'écoute. À la fin de l'histoire, les enfants ont serré Julien dans leurs bras. Il n'essaya même pas de cacher ses larmes. Plus tard, alors que Julien enfilait ses chaussures à la porte, Lila s'approcha. « Tu as survécu ?» dit-elle. Il sourit à peine. « Allez-y. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. La plupart des hommes ne le feraient pas. Je ne suis pas la plupart des hommes, dit-il doucement. Non, tu ne le es pas. » Un long silence s'écoula. Puis elle ajouta, « Tu as été gentil avec eux aujourd'hui. Ils ont rendu les choses faciles. » Non, dit-elle doucement. Ils ont rendu les choses réelles. Il hocha la tête. « À demain, encore. Si tu me le permets. » Elle ouvrit la porte. « Je le ferai. » Et pour la première fois, je n'eus pas l'impression d'être un invité. C'était comme un père rentrant à la maison, pour l'instant. Le premier gros titre est tombé un mercredi matin. Le milliardaire Julian Blackton a engendré des triplés en secret, sans aucune fiançaille avec sa mère. À midi, c'était partout. Les réseaux sociaux explosaient de photos de Julian devant l'appartement de Lila, tenant la main de Léo, portant Liam sur ses épaules et prenant une glace avec Lily riant à ses côtés. Et d'un coup, ce qui était intime devint spectacle. Lorsque Julian arriva à son bureau cet après-midi-là, sa salle de réunion était pleine. Des cadres, des avocats, des consultants en relations publiques. Aucun ne sourit. « Vous avez provoqué une tempête médiatique », a rétorqué Lydia Grove, présidente du conseil d'administration. « Tu es tendance pour de mauvaises raisons. »« Tant mieux, » dit Julian en jetant son téléphone sur la table. « Peut-être que les gens finiront par prêter attention à quelque chose de vrai. »« Cette femme n'est personne », a froidement déclaré un autre membre du conseil. « Elle va traîner votre nom dans la boue. Vous pourriez perdre des investisseurs, des partenariats, votre siège au conseil. C'est la mère de mes enfants. » Apparemment. Julian S. E. Leva. On a fait un test ADN. Ils sont à moi. Tous les 3. Lydia Croysa Les Bras. Et maintenant, que comptes-tu faire? Être leur père. Tu dois faire une déclaration. Limiter les dégâts. Mise la relation. Éloignez-vous de la mère. Présenter la situation comme un malentendu juridique. Non. La pièce se tut. La voix de Julian était sèche. C'est clair. Je ne les nie pas. Ni elle. J'ai déjà raté 4 ans de leur vie. Je ne vais pas en rater une seconde de plus. Tu vas tout balancer pour une nana avec qui tu as couché? Julian, les regarda. Je vais construire quelque chose de mieux, avec elle et mes enfants au centre. Pas toi. Ce soir-là, Julian était assis sur le canapé de Lila, tenant Léo dans ses bras tandis qu'il s'endormait. Lila marchait derrière lui, téléphone à la main. « Tu fais la une des journaux ?» murmura-t-elle. « Ton action a chuté de 6%. Il me traite de croqueuse de diamants. Il publie des photos de moi à l'université, disant que je t'ai attiré. » Julian se frotta le front. « Je vais réparer ça. » Comment? En sacrifiant tout ce que tu as construit. Je me fiche de ce que j'ai construit. Pas si ça signifie faire comme si toi et les enfants n'existiez pas. Elle le fixa, furieuse. Julian, je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai pas demandé de gros titres, ni de garde du corps, ni de tabloïd garé devant notre porte. Je t'ai demandé d'être présent, pas de mettre le feu au monde. Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des années, dit-il doucement. Tu risques tout. Il se leva et déposa délicatement Léo sur le canapé, à côté d'un oreiller. Je ne risque pas tout, dit-il en s'approchant d'elle. Tu es tout. Elle cligna des yeux. Mais avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. Son avocat. Il laissa tomber sur la messagerie. Regrettez-vous cela? Demanda-t-elle doucement. N'importe quoi. Julian secoua la tête. Je regrette de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Il ne les connaissait pas plus tôt. Mais ça, il fit un geste autour de son petit appartement, désordonné et parfait. C'est la première fois que j'ai l'impression de bien faire les choses. Elle n'a rien dit. Mais plus tard dans la soirée, quand il est parti, elle a regardé partir par la fenêtre. Et je n'ai pas baissé les bras. Le lendemain, Ava Sinclair a publié sa propre déclaration. J'ai mis fin à mes fiançailles dès que j'ai découvert la famille cachée de Julian. Je lui souhaite le meilleur pour sa transition vers la paternité. Je ferai don de tous mes cadeaux liés à Blackton à des œuvres caritatives. Les paparazzis se sont massés devant la garderie. Des inconnus commentaient l'éducation de Lila dans les supermarchés. Quelqu'un glissait un mot sous sa porte sur lequel était écrit
Amuse-toi bien. Ma chérie. Madame Elise proposa de rester à temps plein, mais Lila secoua la tête. Elle ne se cacherait pas. Elle ne fuirait pas. Elle resterait debout, non pas parce qu'elle aimait être sous les projecteurs, mais parce que ses enfants méritaient une mère qui ne reculait pas devant la vérité. 3 jours plus tard, Julien convoquait une conférence de presse. Pas de paillettes, pas de glamour. Juste un centre communautaire loué, un micro et une rangée de chaises pliantes. Lila se tenait au fond, les bras croisés, le cœur battant. Julien s'approcha du micro. Il avait l'air fatigué. Haman, sans complexe. On m'a qualifié de génie, de magnate, de prodige, commença-t-il. Mais il y a 4 ans, j'ai commis une erreur. Non pas parce que j'ai rencontré quelqu'un, mais parce que je l'ai laissé partir. Et j'ignorais qu'elle portait en elle les 3 plus grands miracles de ma vie. Il brandit une photo, celle des triplés le jour de leur anniversaire, le visage glacé, les yeux illuminés de joie. Ils s'appellent Liam, Lily et Léo. Et ils sont à moi. Kama cligna des yeux. Des halètements résonnèrent. Je ne suis pas là pour les nier. Ni elle. Je suis là pour dire la vérité. J'étais en retard. Mais me voilà. Il marqua une pause, puis ajouta doucement. Et si cela m'a coûté mon nom, mon siège ou mon héritage, ça en vaut quand même la peine. Parce que je sais enfin ce que signifie vraiment l'héritage. La salle a explosé. Et Lila, elle pleurait. Pour la première fois depuis des semaines. Parce que personne ne l'avait jamais défendue ainsi. Pas même elle-même. Plus tard dans la soirée, ils étaient assis sur son escalier de secours, regardant la ville bourdonner en contrebas. Les triplés dormaient. Le monde était plus bruyant que jamais. Mais dans ce petit coin de ciel au-dessus d'eux, la paix régnait. Je pensais vraiment tout, dit Julien. Lila le regarda. Je sais. Il pourrait tout prendre. Alors nous avons construit quelque chose de nouveau. Il se tourna vers elle. Tu veux le faire avec moi? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura, un jour à la fois. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de moment magique où tout s'est soudainement mis en place, pas de montage où les pièces se sont parfaitement mises en place. C'était plus lent que ça, plus honnête, plus humain. Tout a commencé par de petites choses. Comme Julien qui apprenait à tresser les cheveux de Lily, et qui échouait lamentablement, jusqu'à ce qu'elle abandonne et lui apprenne. Comme la façon dont Léo le rejoignait sur le canapé pendant les dessins animés et lui disait « Tu ne ronfles pas aussi fort que je le pensais chez les pères. » Comme Liam qui demandait doucement un soir pendant les devoirs « Tu reviendras demain ?» Et Julien qui répondait, à chaque fois, systématiquement. Après la conférence de presse, la vie de Julien a basculé. Il a démissionné définitivement de son poste de PDG. La réaction du public a été vive, mais de courte durée. L'action s'est redressée. Sa réputation, ébranlée, mais pas brisée. Et là où des fissures s'étaient formées, quelque chose de nouveau commença à germer. Il a acheté une petite maison à 2 pâtés de maison de l'appartement de Lila. Rien de tapac sans grave-l'œil. Juste de l'espace. Arrière-cour. Calme. Non pas parce qu'il voulait prendre le dessus, mais parce qu'il voulait être proche. Chaque matin, il accompagnait les triplés à la garderie avec Lila. Chaque soir, il restait dîner. Il n'a jamais forcé l'entrée, n'a jamais fait comme si le passé n'avait aucune importance. Au contraire, il posait des questions. Il écoutait. Et petit à petit, ils l'ont laissé entrer. Un après-midi, Julien a frappé à la porte de Lila avec un grand carton. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en s'essuyant les mains. « Une surprise, dit-il. » Elle plissa les yeux. « Je n'aime pas les surprises. » Il posa la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, des photos encadrées. Le premier jour de maternelle, des triplés. Léo avec une glace. Lily serrant un chat errant dans ses bras. Liam avec un livre presque trop grand pour lui. Lila cligna des yeux. « Où as-tu trouvé ça ?» J'ai engagé un photographe. Des photos prises sur le vif. Je les collectionne. Elle en a pris une photo d'elle tenant ses 3 enfants en même temps, en train de rire. Je n'ai jamais vu ce moment, murmura-t-elle. Tu étais trop occupé à survivre, dit-il doucement. Elle le regarda. Je voulais juste que tu vois ce que je vois, ajouta Julien. Tu ne les as pas seulement élevés. Tu as créé de la magie. Lila n'a pas pleuré, mais elle a posé la photo et a murmuré « Merci ». Et c'était plus que suffisant. Les triplés commencèrent à poser des questions, plus profondes. « As-tu eu peur en apprenant notre existence ?» demanda Lily un soir. « Terrified, admit Julian. Mais pas à cause de toi.
parce que je pensais avoir déjà perdu l'occasion de te connaître. Tu es maman? Demanda Léo en fouillant dans son bol de céréales. Julien marqua une pause. Puis il regarda Lila. J'adore sa façon de ne jamais abandonner, dit-il, même quand le monde le lui demandait. Je pense que ce genre d'amour est rare. Lila n'a rien dit, mais elle ne changea pas de sujet non plus. Une semaine, Liam eut du mal à lire. Il rentra à la maison avec une feuille pleine de marques rouges, le visage décomposé avant même d'avoir franchi le seuil de la porte. Julien s'agenouilla. Et, dit-il, tu n'es pas en train d'échouer. Tu apprends. Liam renifla. Je ne suis pas intelligent. Julien secoua la tête. Tu es intelligent d'une manière que le monde n'a pas encore appris à mesurer. Puis il sortit un de ses vieux journaux de fac et montra à Liam une page pleine de gribouillis mathématiques, barrés, écrits, chaotiques. J'ai échoué à ce problème 6 fois avant d'y arriver. Tu y es parvenu. Julien hocha la tête. Et il m'a appris plus que la bonne réponse. Liam ne sourit pas, mais il se pencha un peu plus près. Et le lendemain matin, il a réessayé. Lila a commencé à voir le changement. Pas seulement chez Julien. En elle-même. Elle ne l'observait plus derrière un mur. Elle ne s'attendait plus à être trahie chaque fois qu'il frappait à la porte. Un soir, elle l'invita à dîner sans qu'il le lui demande. « Je prépare un ragoût, dit-elle d'un ton détaché. Tu peux rester. Si tu veux. J'adorerais. » Et plus tard, quand il lui a proposé de faire la vaisselle, elle l'a laissé faire. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, ils s'assirent sur le canapé, silencieux. « Tu as changé, dit-elle. »« Je viens de rentrer, répondit-il. Je ne sais toujours pas si je peux te pardonner. Pas pour ta disparition, mais pour les années passées à errer. » Il hocha la tête. « Je passerai le reste de ma vie à arranger les choses. » Elle le regarda, et je ne détournai pas le regard. Les semaines passèrent. Les anniversaires approchaient. Les triplés ont demandé une fête. Un gâteau. Un vœu. Lila avait prévu un pique-nique dans le jardin. Julien avait construit une balançoire en bois à la main, avec l'aide de Léo, qui s'était juste mis de la peinture sur le nez. La veille de la fête, Julien était sous les étoiles, contemplant les petites guirlandes lumineuses que Lila avait accrochées aux arbres. « Tu ne me demandes jamais rien, dit-il. J'ai appris à ne pas le faire. »« Eh bien, dit-il en se tournant vers elle, demande-le-moi maintenant. » Lila hésita. Puis, d'une voix douce, elle dit « Reste. Ne promets rien. Ne joue pas. Reste. » Julien s'approcha. « Je l'ai déjà fait, murmura-t-il. La fête était simple. Un gâteau. Bugles. Musique. Ryers. Liam, Lily et Léo couraient avec des couronnes en papier, couvertes de glaçage et de joie. Lila se tenait au bord du jardin, une limonade à la main, les regardant avec un sourire las. Julien s'approcha et lui offrit un cadeau. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ça vient d'eux. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un album photo. Sur la couverture, « Notre famille, chapitre 1. » À l'intérieur, des dessins. Photos. Notes. Un gribouillis de Léo qui disait « Papa est doué pour les crêpes. » Un dessin de Lily les représentant, tous les 5 se tenant la main. L'écriture de Liam « Merci de ne pas avoir abandonné. » Les yeux de Lila se remplirent de larmes. Julien s'approcha d'elle. « Tu n'es plus seule, dit-il. Plus pour les élever. » En rien. Elle se tourna vers lui. Pour une fois, le mur entre eux avait disparu. Et à sa place, quelque chose de plus fort. Le 5e anniversaire des triplés tombait un dimanche. Le soleil se levait lentement et doré sur la cour, se déversant à travers les lanternes en papier accrochées à la clôture. Lila avait passé la nuit précédente à gonfler des ballons jusqu'à en avoir mal aux joues, tandis que Julien glaçait soigneusement des cupcakes avec du « L » pour Liam, Lily et Léo. À 10 heures, le jardin était bondé, non pas de journalistes ni de riches inconnus, mais de personnes importantes. Madame Ellis arriva avec des biscuits faits maison. Quelques voisins, l'éducatrice de la garderie et même le gentil garçon de l'épicerie qui aidait toujours Lila à porter ses sacs. Le thème de la fête était super-héros et tournesol. Les triplés l'avaient choisi ensemble. Liam voulait des capes, Lily des fleurs, et Léo voulait juste courir en hurlant. « Quoi, à tue-tête » Julien portait une cape de super papa peinte à la main et transportait des briques de jus de fruits comme un soldat livrant de l'eau aux troupes. Lila regardait depuis le porche, pieds nus et souriante, pour la première fois, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle le ressentait. Une vraie joie. Et la paix.
Un avenir qui s'ouvre devant elle. À midi, Julien rassembla les enfants près de la table à gâteau. Il s'éclaircit la gorge. « Ok, triplé, dit-il. Prêt à exaucer ton vœu ?» Il se tenait devant le gros gâteau rond, 3 étages, vanille, glaçage bleu et beaucoup trop de vermicelle. Liam Fermalacio. Lily Franca Lonez. Léo murmura quelque chose qui ressemblait à un chien à réaction. Ils soufflèrent les bougies ensemble. Des applaudissements résonnèrent dans la cour. Puis Julien se tourna vers la foule. « J'aimerais dire quelque chose, dit-il. » Lila s'étendit. Ce n'était pas prévu. Mais Julien s'est avancé, l'a regardé, puis les enfants. Avant, je pensais que le succès était une question de contrôle. Des projets, des bénéfices. La prochaine grande nouveauté. Il jeta un coup d'œil à Léo, qui essayait de manger du glaçage avec ses doigts. Mais j'avais tort. Il prit une inspiration. Parce que le vrai succès ne se trouve pas dans les gros titres ou les comptes en banque, mais dans les moments que personne ne voit. Il se trouve dans les petites mains qui vous tirent au parc. Il se trouve dans les histoires du soir. Du lait renversé. Premier dessin collé sur le frigo. Il regarda Lila. C'est dans la force d'une femme qui a élevé seuls 3 enfants et n'a jamais demandé d'applaudissements. Les yeux de Lila se sont remplis d'émotion. Et c'est dans le choix de se montrer présent chaque jour. Même quand tu es en retard. Même quand tu n'es pas sûr. Même quand tu mérites encore le droit d'être appelé papa. Il se tourna vers les triplés. Vous m'avez changé. Vous m'avez sauvé. Et je veux te faire une dernière promesse. Julien s'agenouilla et sortit quelque chose de sa poche. Mais ce n'était pas une bague. C'était une petite boîte en velours. À l'intérieur, un médaillon. 3 noms étaient gravés. Liam, Lily, Léo, et en dessous. Dès l'instant où je t'ai trouvé, je me suis trouvé. Il tendit la lettre à Lila. Je ne te demande pas en mariage aujourd'hui, dit-il doucement, rien que pour elle. Je demande à rester. Non pas comme l'homme de ton passé, mais comme celui qui veut construire ton avenir, honnêtement, jour après jour. Lila fixa le médaillon. Elle ne parla pas. Au lieu de cela, elle posa sa main sur la sienne. Et murmura, oui. Le reste de la journée s'est déroulé dans la musique et le désordre. Les enfants ont ouvert les cadeaux. Léo en a cassé 2 avant le déjeuner. Liam a classé les siens par taille. Lily a donné son 2e jouet à une fille timide de la garderie parce qu'elle semblait avoir besoin de quelque chose de doux. Julien a aidé à faire la vaisselle. Lila serra Madame Ellis dans ses bras pour la 100e fois. Et le soleil se coucha comme s'il attendait le moment idéal pour baisser son rideau. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, Julien et Lila s'assirent sur la balancelle du porche. Pas un mot. Juste le silence. Elle se pencha vers lui. « Tu sais, dit-elle, je pensais que cette nuit-là était une erreur. Que j'en paierais le prix toute ma vie. » Il la regarda. Et maintenant, elle souriait. Elle me les a donnés. Et elle m'a apporté toi. Julien l'embrassa sur le front. Alors peut-être, dit-il, ce n'était pas une erreur. Non, murmura-t-elle, les yeux doux. C'était un miracle. Aimez, partagez et abonnez-vous, car certaines erreurs ne sont pas des accidents. Ce sont des miracles déguisés.